Salut les amis. Aujourd'hui nous partons pour une balade découverte des étangs à Salbris. Donc j'ai pas plus d'infos, j'ai vu ça sur le petit Sologno. Donc le principe de la balade apparemment c'est découverte des étangs de la Chênaie. Donc l'étang de la Chênaie je connais bien, donc je suis venu, donc c'est à Salbris. Sachant que j'ai vécu 20 ans ici, à 200 mètres de cet étang. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc à la base, j'habitais juste par ici, là, ici. Donc ici, il n'y avait pas de maison avant, j'avais juste la route à traverser pour aller dans la forêt. Alors ici, c'était un bois avant, mais un jour, il y a une tempête et les 3/4 des arbres sont tombés. Donc voici l'étang de la Chênaie. Donc à la base, là, ici, c'est un étang de pêche. Il y a des sessions de carpistes ici. Et donc, tout au bout là-bas, il y a un passage qui mène à une réserve, un autre étang, un autre étang, un autre étang. Ainsi de suite. Donc, j'ai beaucoup pêché ici. C'est un bon étang. Le seul inconvénient, c'est les lignes à haute tension ici. Donc, pêcher, c'est un petit peu embêtant. Il ne faut pas se mettre sur le milieu, mais plutôt sur les côtés. Donc, normalement, la balade se passe ici. Le point de rendez-vous, c'est sur le parking qui peut être au bout ici. Et donc, je n'en sais pas plus. C'est une balade qui est prévue pour 2 heures. Merci. Oui, c'est vrai que vous avez un patrimoine de la nature comme ça. Donc, organisé par Sologne Nature Découverte. Merci. Et la petite plaquette du coup sur le CNE, oui, vous connaissez. Et donc on fait de la sensibilisation, découverte de la nature, on travaille beaucoup aussi avec les scolaires. Voilà, sensibiliser et faire découvrir la nature, l'environnement local de la Sologne. C'est bien. Je transmets. Tout le monde n'est pas arrivé. Donc moi je filme, ça sera sur YouTube. Ah bon? Oui. Et sur la page de Décathlon Romorantin. Par rapport à ce qu'on dit alors. On va voir sur YouTube. On est ensemble ce matin autour de ce site de l'étang de la Chênaie. Donc est-ce qu'il y en a qui sont arrivés après, qui connaissent le site bien particulièrement? Je connais, je fais vous faites le tour juste en promenade. on marche, mais on ne fait pas attention à la nature. Oui, voilà, c'est ça. Donc on va essayer de partager un peu cette balade de ce matin en 2 parties, une partie sur l'étang et une partie qui sera un peu plus forestière, donc avec la forêt qui se trouve juste derrière l'étang. Donc l'étang de la Chênaie, c'est un étang qui est quand même assez grand, qui est assez riche au niveau floristique et faunistique surtout. Et donc ce que je vous propose pour commencer, ça va être un peu une étude de paysage. Voilà, je vais vous proposer par exemple, juste en binôme, d'essayer de regarder l'étang un peu plus précisément que ce que vous voyez là, juste en étant autour, à travers le regard d'un autre. D'accord? Donc si vous voulez par exemple vous mettre par deux, il y a des enfants, vous pouvez vous mélanger, voilà. Essayez de faire une étude un petit peu de l'étang, de regarder un petit peu ce qu'il y a précisément dans l'étang au niveau de la flore, essayer de réfléchir à quoi elle peut servir, qu'est-ce qui peut se cacher dedans, etc. Et puis surtout penser à la saison en cette période de l'année. Donc ce que je vais faire, c'est que je peux vous donner des petits supports. Vous allez travailler aussi un petit peu ce matin. Je ne sais pas si vous voulez avec Alexandre. Adrien, tu te mets avec moi? Les libellules se reproduisent. Alors comment est-ce qu'elles font au moment de la reproduction? En fait c'est le mâle qui va attraper la femelle
par le derrière de la tête avec l'extrémité de son abdomen. Donc il va les attraper comme ça derrière la tête, un peu s'agripper à elle. Et donc au moment de, si la femelle est d'accord, elle va diriger l'extrémité de son abdomen au niveau des organes reproducteurs du mâle. Alors c'est pas si facile, toutes les femelles ne sont pas d'accord, donc il y a vraiment une espèce de parade nuptiale qui se met en place au moment de la reproduction des libellules. Donc le mâle va vraiment barailler pour essayer d'amadouer cette femelle qui va ensuite donner son accord ou non en approchant ses organes à elle au niveau des organes reproducteurs du mâle. Et donc ça peut durer soit quelques minutes et ça peut même aller jusqu'à des jours au niveau de la reproduction. C'est-à-dire que les deux individus arrivent à voler en même temps. Et donc soit ça se fait très rapidement quand on est à la fin de la saison, voilà, que c'est juste c'est le but de leur vie de se reproduire. Donc ça peut durer vraiment quelques minutes en fin de saison, ou alors ça peut vraiment durer des jours quand on est en plein milieu de la saison et tout. Et ça a aussi une forme de jalousie, de monogamie de la part des mâles, parce que les mâles peuvent rester accrochés et donc monopoliser l'attirance, la femelle, pour ne pas qu'elle aille se reproduire avec un autre mâle. Donc c'est quand même, la monogamie est répandue chez les libellules. Donc là sur les photos ce sont des demoiselles qui sont une sous-espèce de libellule, et on a les grosses bleues que vous avez pu voir qui elles ont toujours, même au repos, les ailes qui sont ouvertes. Elles, on les appelle vraiment les libellules vraies, alors que les demoiselles, quand elles sont posées sur les herbes au repos, elles replient leurs ailes. Et donc c'est comme ça c'est cette sous-espèce qui replie ses ailes qu'on va appeler demoiselle. Et la couleur, est-ce que ça indique le sexe ou pas du tout? Pas du tout, non. La couleur n'a aucune indication envers le sexe. Donc il y a des demoiselles bleues et des vertes. Oui, et des rouges aussi. Et des rouges, moi, j'ai déjà vu. Moi j'en ai vu une là. Et ils peuvent se mélanger là comme on voit là. Oui, pas de souci. Ils peuvent se mélanger. J'en avais vu une. Et les libellus c'est quand même plus gros? Alors après ça, j'avoue que je sais pas. Je sais pas en quoi se définit la couleur. Donc, est-ce que vous connaissez le cycle de vie des libellules? Non. Alors la libellule, en fait, c'est un animal qu'on voit toujours hors de l'eau. Et bien en fait, sachez que quand elle est hors de l'eau, c'est la fin de sa vie. Elle va vivre seulement quelques semaines hors de l'eau. Et elle va passer les 3/4 de sa vie sous l'eau, parce qu'elle va naître à l'état de larve. Donc la libellule, une fois qu'elle s'est reproduite, comme on l'a vu tout à l'heure sur la photo, elle va pondre des œufs et ensuite mourir. Donc elle va pondre ses œufs en bas des plantes ou alors directement dans l'eau, ça dépend des fois. Et donc soit les œufs avec le temps vont tomber au fond de l'eau, soit ceux qui sont déjà au fond de l'eau vont se développer sous l'eau. Et donc ça va donner naissance à des larves. Donc ici on a une larve de demoiselle qui est facilement reconnaissable avec son petit plumeau là qu'elle a derrière. Et là on a une larve d'anax. Donc ça ce sont les grosses libellules vertes et bleues que vous avez pu voir qui tournoyaient là autour. Donc ce sont celles qui sont le plus répandues. Et donc elles vont vivre des mois, voilà, comme celle qu'on voit là-bas, qui est un peu loin maintenant. Ce sont celles qui sont le plus répandues et donc ce sont celles qu'on va voir le plus ici autour de l'étang de la Chémie. Les larves, elles vont donc se développer sous l'eau et donc ce sont de véritables prédateurs. Elles vont se nourrir de petits insectes, d'autres insectes, elles vont se nourrir de larves, elles peuvent se nourrir de leurs semblables, donc d'autres larves de libellules. Elles peuvent aussi se nourrir de têtards, donc elles vont s'attaquer à des proies qui sont parfois plus grosses qu'elles. Mais voilà, entre les têtards, ce sont vraiment leurs repas favoris. Donc elles vont se développer comme ça, et au bout d'un moment, au bout de parfois 2-3 ans, carrément, elles vont monter sur une plante après que leurs ailes se soient développées, et donc elles vont rester sur la plante quelques temps pour faire sécher leurs ailes et après elles pourront s'envoler. Et donc le cycle va recommencer, ça sera justement la période de reproduction des libellules. Elles vont trouver un mâle, le mâle va les trouver pour se reproduire et donc elles vont repondre des œufs de nouveau et mourir à la fin. Voilà. Donc elles passent vraiment les 3/4 de leur vie sous l'eau
à manger pour grossir et se développer, permettre que leur corps, que leur abdomen et que leurs ailes se développent. Et après ça se passe un peu comme un papillon, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas former une chrysalide pour se transformer, mais elles vont juste simplement quitter leur peau de larve, c'est ce qu'on appelle une exuvie. Elles vont se détacher de cette peau, se détacher de cette exuvie, et donc pouvoir faire sécher leurs ailes après à l'air libre en haut d'une plante. Voilà pour les libellules. Alors ici non. C'est marqué à l'entrée, c'est interdit. Ici la baignade est interdite, mais après dans certains temps Parce que c'est tout sale. Allez, c'est tout sale, t'as raison. Si on craint Ouais, pas c'est trop bien la dit, base, ça. c'est tout à fait envisageable. C'est bon? Oui. Du coup on va passer du côté plutôt forêt. Alors si vous avez mis du produit à moustique, c'est très bien. Pour ceux qui sont arrivés après, je sais pas si vous avez des choses qui peuvent être à manches longues. Ah non, pas du tout. Non, d'accord. Bon bah, On on risque de se faire attaquer par de nombreux moustiques. Même au repos. Et on a bien de l'autre côté les libellules, ce qu'on appelle les libellules vraies, qui elles sont beaucoup plus grosses et qui laissent leurs ailes ouvertes quand elles sont au repos sur les plantes. Tout le monde a remis les crayons dans du repos. Papa, il y a une rouge. Pustules, si je puis dire, C'est vrai que c'est qui vont pousser, et on voit bien aussi les deux glandes derrière les yeux qui sont des glandes en fait de venin. Tout simplement. C'est comme ça qu'on différencie plutôt les grenouilles et les crapauds. Les crapauds ont la peau beaucoup plus véreuse en fait, beaucoup moins lisse, et ils ont derrière les yeux ces deux glandes qu'on voit là un peu, qui sont un peu oranges et qui sont en fait des futures glandes de venin. Pour, Et on dit qu'il ne faut pas toucher les crapauds parce que ça donne des boutons. Ça ne m'est jamais arrivé en tout cas. Mais voilà, avant de les toucher, bien se laver les mains pour pas leur brûler la peau, pas se laver les mains, se mouiller les mains, voilà, pour à l'eau froide pour éviter de leur brûler la peau à eux. Donc voilà. Il y a toujours eu des grands mollets. Ouais, mais il a toujours eu des grands mollets. Ça va, vous n'êtes pas trop dévorés? Non. Franchement, je croise les doigts si ça va continuer comme ça. Là, ça va, on a un peu passé le nid. C'est des orties, ça, non? Oh, c'est bien. Ah, c'est bien. Mais hier, on t'avait pas mis de pied. À la maison, tata donnera du sang. Ah oui, C'est fait, ah bah non. Attends, là, on marche plus. Non, mais c'était hier, ça va entendre. Vous avez fait du sang. Dans la gauche. Alors maintenant qu'on est passé dans cette partie du coup forestière du bord de l'étang, on va essayer de s'intéresser un petit peu plus aux arbres. Donc ce que je vous propose, c'est pareil en petits groupes comme tout à l'heure. Je ne vous donne pas de binôme particulier, hein, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez aller essayer de vous balader un petit peu dans la forêt, puis de cueillir quelques feuilles, 2, 3, 4 feuilles comme vous voulez. Et puis après, essayer de retrouver avec la clé de détermination quelle essence d'arbre vous avez cueilli. Donc même si vous connaissez les arbres à la base, essayez avec les enfants de regarder vraiment avec la clé de détermination. Donc la clé de détermination, ce sera uniquement sur les feuillus, hein, donc les arbres qui ont des feuilles. On ne parlera pas des tout ce qui peut être sapin, tout ce qui peut être conifère avec des aiguilles du coup qui sont aussi des feuilles, mais on va vraiment parler des feuilles, des vrais feuillus. Et donc après, vous regardez si la feuille est plutôt simple ou plutôt composée. Donc c'est-à-dire que la feuille va être... alors, bon, vous essayerez de regarder, je vous aiderai si vous avez du mal, mais voilà. Essayez comme ça d'acheminer en fonction des traits et de ce que vous pouvez lire sur la clé de détermination.
jusqu'à retrouver l'essence de l'arbre que vous avez cueilli. Je vous les donne un peu avec un sanglier qui est venu gratter avec son groin et ses pattes pour essayer de trouver des choses un petit peu à manger. Ça doit être un passage d'animaux. Ouais, une poule. Ouais. J'ai que ça en bivouac quand on dit de se mettre en hamac là. Oui, vaut mieux. Donc là, sur la gauche, vous avez un autre puits de sanglier qui est assez bien placé puisqu'il est juste en face de ce qu'on appelle une coulée. C'est un passage où les animaux passent régulièrement, donc c'est pour ça qu'il n'y a plus de végétation au milieu. Donc ça, c'est une coulée qui est assez ancienne puisque là, vraiment, la végétation a arrêté de pousser au milieu. On observe parfois des coulées où juste l'herbe est couchée et on voit qu'il y a eu du passage. Et là, donc du coup, c'est une coulée qui est assez ancienne et donc toujours apparemment très empruntée par les animaux. Je cherche moi, par contre. Maman, On va peut-être attendre le bonheur. Et du coup, Non, celle-ci, c'est vous pas l'aviez du pas chêne, dessus? celle-ci. Non, j'ai pas le haut. C'est ballot. Du coup, vous allez nous C'est ballot. présenter la feuille de houx. Celle-ci, elle est que par là. Il a voulu faire un piège. Alors celle-ci, vous l'avez trouvée? Boulot. Le boulot, ouais, celle-ci. Châtaignier. Châtaignier. Et celle-ci. Bah, je sais pas, je pensais que c'était du chêne aussi. Mais... Non, ça va pas être du chêne. L'érable. Non, ouais, enfin, si, ça peut être de l'érable ou alors du peuplier. Ah ouais. Alors là, du coup, si on s'arrête ici un petit moment, on est complètement au cœur de la zone humide, puisqu'on a derrière nous le ruisseau en fait qui est alimenté par l'étang qui passe, et donc ce qui donne la zone humide qu'on ne voit pas parce que c'est difficile d'accès là avec les hautes herbes qu'il y a, mais donc du coup qui est un vrai refuge aussi pour tous les animaux du type grenouille ou tritons qu'on a beaucoup dans la région, ou les salamandres par exemple, qui vivent carrément dans la zone humide et qui se reproduisent et qui restent par là. Puisque par exemple aussi bien les grenouilles, crapauds que les salamandres, ce sont des animaux qui commencent leur vie dans l'eau, à l'état de larves, hein, comme les têtards. On connaît un peu moins les larves de tritons, mais donc c'est pareil, ce sont des animaux qui pondent des œufs et qui commencent leur vie à l'état de larve dans la zone humide et qui après vont devenir beaucoup plus terrestres. Donc ça, ce sont des lieux en fait où il y a vraiment une réserve de faune assez impressionnante puisqu'ils ont tout à proximité, aussi bien leur lieu de reproduction que leur lieu pour manger qui est vraiment la terre ferme à la suite à il y a un papillon. Tu as attrapé? T'en trouves des choses, toi, dis donc, mon Dieu. Ah oui, un tout petit papillon. C'est un vol. Voilà. En fait, leur ailes complètement ouverte. Est-ce que c'est la couleur en fait qui m'a surpris? Comme ça. L'abdomen est quand même beaucoup plus gros. Et les demoiselles ont l'abdomen beaucoup plus fin avec les ailes qui se replient.
Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez de la documentation, j'ai de la documentation sur l'association à vous donner. Puis je vous propose de boire un petit verre si ça vous dit, de boire un coup voilà, pour finir de discuter avant d'aller manger. Voilà. Bien, merci pour cette balade. Bah, de rien.